C'est un camp de la mort par le travail. Il fut classé dans la catégorie 3, ce qui montre la souffrance et la dureté endurée par les prisonniers. Le camp était uniquement destiné à produire un énorme profit en faisant travailler les internés dans la carrière se situant en contrebas du camp. Le granit extrait devait servir à construire Germania, le Reich de Milan et bien sûr le camp. En fin de compte, les prisonniers construisaient leur propre mort. Le camp de concentration de Mauthausen est un camp isolé au sommet d'une colline. Il se situe en Autriche, non loin de la ville où naquit Hitler. À première vue, c'est un lieu froid, sûrement dû au granit et à sa couleur uniforme grise. Lorsque nous entrons dans le camp, nous passons dans une cour destinée au stationnement des véhicules des SS. Par la suite, en continuant notre chemin, nous arrivons devant la véritable entrée du camp. Une immense cour d'appel prenant toute la longueur est la première chose que nous pouvons apercevoir. Les pavés au sol ayant laissé place au bitume donnaient une impression de parking, effaçant le souvenir mythique et une partie de la mémoire des prisonniers. Ils taillèrent eux-mêmes ces pierres pour paver ce sol, où des milliers de personnes innocentes devaient attendre des heures, voire des jours durant, se demandant pourquoi elles se trouvaient ici, prises dans l'hégémonie nazie et son univers concentrationnaire. Mais il est dommage que certaines parties du camp aient été refaites, comme la cuisine par exemple, ainsi qu'un certain nombre de bâtiments situés à la droite de la place d'appel. Nous pouvons bien distinguer la différence de modernité, même s'il y a la volonté de transmettre une mémoire intacte de cette réalité passée. Le sous-sol m'a beaucoup marqué. Nous entrons dans une salle gardée intacte, là où les nouveaux arrivants étaient dépossédés de tous leurs biens, et en ressortaient complètement nus. Leurs vêtements étaient désinfectés dans une blanchisserie pour être ultérieurement revendus à la population du Reich. À croire que les prisonniers étaient tous très sales, infectés de microbes. Ensuite, ils étaient amenés dans des douches. C'était une pièce sombre, lugubre, contournée d'un trottoir où étaient postés des SS, veillant à ce que tout le monde reste bien sous l'eau, cherchant à provoquer chez les prisonniers un choc thermique en leur envoyant successivement de l'eau bouillante et de l'eau froide. C'était en quelque sorte le début de la souffrance les amenant à la mort. Une chambre à gaz camouflée en douche, se situant également au sous-sol, servait à l'extermination des prisonniers n'étant plus en capacité de travailler, soit car ils étaient trop âgés, soit car ils étaient trop affaiblis par la maladie, ou encore ayant désobéi et pour ainsi dissuader les autres. L'utilisation de cette chambre montre bien le but des nazis dans la gestion du camp, et qui était uniquement faite pour générer un profit énorme, et les personnes trop affaiblies allaient à l'encontre des objectifs fixés par les SS, donc ils devaient être éliminés. Nous pouvons également évoquer la présence d'une salle de dissection, servant à faire des expériences sur les prisonniers, en leur insérant des bactéries par exemple pour les tuer, ou encore leur prélevant des parties du corps comme les muscles. Elle servait aussi à faire des prélèvements de peau tatouée, pour ainsi satisfaire les désirs de la femme du commandant du camp, qui s'en servait ensuite d'abat-jour. On peut voir à travers cette salle la cruauté nazie et la profondeur de la volonté de leurs actes. Les fours crématoires ont également joué un rôle important dans cette violence. Il y en a au moins 3. Le premier a fonctionné du 4 mai 1940 au 3 mai 1945. En ce qui concerne les baraquements, il est regrettable que la plupart des bâtiments aient été détruits, car nous aurions ressenti davantage la sensation d'oppression suite à la succession des rangées et des baraques. Un sentiment de manque d'espace pouvait être perçu à l'intérieur, lorsque nous nous imaginions qu'ils se regroupaient jusqu'à 1000 dans chaque pièce qui leur servait de chambre. Il y avait des lits à 2 voire 3 étages, destinés en temps normal à une seule et même personne, et qui là servaient à 6 personnes. Cela devait être insoutenable, et il devait être impossible de dormir. Les hommes entassés pouvaient être assimilés à des bestiaux dans leur hangar et les capots à des chiens, dont leur rôle n'était autre que de les encadrer et de les surveiller. Ils avaient chacun un troupeau, qui était en réalité un bloc. Puis ils avaient au-dessus d'eux les SS, faisant eux les maîtres, les bergers.
Les toilettes étaient une sorte de trou où l'atmosphère devait être irrespirable, due aux personnes victimes de diarrhée, ce qui était courant. Puis dans une autre pièce se trouvaient 2 lavabos ressemblant à 2 grands abreuvoirs, servant à boire puis à se laver pour les prisonniers. Un cimetière fut construit à l'intérieur du camp, contenant 2800 tombes. Ces personnes sont décédées lors de la libération du camp et ensuite. À quelques minutes, voire à quelques heures près, elles auraient pu être libres, saines et sauves, mais la dure réalité de la maladie et de la fatigue a eu raison d'elles. Maintenant, malgré le froid, l'herbe était verte. Il y avait un arbuste en fleurs qui rendait cet endroit joli, malgré ce qui s'y passa. Cependant, les croix nous rappellent les tombes. Je ressens en moi un mélange d'amertume et de dépit, et de contrariété à l'idée de savoir que plus des 3/4 du camp ont été détruits. Quand on pense à celui des tentes ou celui des Russes transformés en campements malades, ou encore à la butte des fusillades et à la fosse commune, où 30 000 morts furent entassés. Ces endroits très importants que nous n'avons pas pu visiter et ainsi s'imprégner un peu plus de l'activité passée. Ce lieu faisant de lui un mémorial, nous pouvons penser qu'une partie du camp a disparu, puisqu'en effet cela résumerait le manque de courage des nazis face à leurs actes. C'est alors, en regardant les plans et les croquis, que l'on peut s'imaginer ces lieux marquants. Quant à la carrière, aujourd'hui, à première vue, elle apparaît comme un paysage onirique. Mais lorsque nous nous approchons, nous pouvons lire et apprendre tout ce qu'il y a pu s'y passer. Nous passons violemment d'un sentiment de rêve à un sentiment de respect, de silence, pour tous les prisonniers ayant travaillé sous la pression des SS. Puis quand nous regardons la hauteur et la raideur de cette falaise, nous nous imaginons toutes les forces laissées par ces personnes, que l'on peut qualifier d'esclaves, n'ayant que pelle et pioche pour travailler cette carrière. Puis cet escalier de 186 marches, très inégal, pouvant aller jusqu'à 50 cm de hauteur. Les internés l'empruntaient 2 fois par jour, le matin le descendant au pas de course, puis le soir pour rentrer le plus souvent avec une pierre sur le dos, pour rendre la tâche encore plus difficile. Cette montée, après une 2 journées de travail, quasiment 12 heures, devait être l'épreuve la plus difficile. Nous pouvons en parler en connaissance de cause, en l'ayant remontée, cela nous a fatigués, même si elles ont été retaillées. Nous n'osons même pas imaginer lorsqu'ils étaient fatigués de leur journée, affaiblis par la vie au camp, et parfois malades, ajoutant à cela une pierre sur le dos. Cela devait être insoutenable, une mission impossible. À faire pour certains, d'autant plus que les nazis rouaient de coups les retardataires. Il n'avait aucune pitié, aucun respect à l'égard de ces hommes, et encore moins à la vue de leur apparence et de leur état physique. Ces nazis n'étaient pas des hommes, mais des monstres, sans foi ni loi, sans cœur ni compassion. Ils se faisaient aussi un plaisir de tuer les prisonniers sans raison valable, en les faisant, par exemple, chuter depuis le mur des parachutistes. Des milliers de personnes ont péri dans cet escalier de la mort, de fatigue la plupart, ne pouvant plus avancer. Ce retour au camp devait être la hantise de tout prisonnier, se demandant si c'était leur dernière heure de vie. D'ailleurs, je trouve vraiment regrettable que cet escalier, qui était le symbole de Mauthausen, fût refait. Il aurait été, je trouve, plus judicieux et plus respectueux de faire un autre escalier à côté, ou même collé à l'original, mais de ne pas y toucher et ainsi détériorer l'âme du camp. Après avoir vu tout cela, un énorme sentiment de dégoût et de honte m'a envahi. J'aimerais pouvoir retourner à cette époque et empêcher que toutes ces horreurs aient lieu. Bien entendu, cela est impossible. Se lamenter sur le passé ne mène à rien, il faut avancer, et surtout ne rien oublier. Empêcher que tout cela se reproduise. Heureusement que de nombreux mémoriaux sont là pour préserver le souvenir de toutes les personnes ayant succombé aux atrocités. Celui qui a été érigé par la France m'a particulièrement ému, peut-être parce qu'il a été construit avec les pierres de la carrière. Mais la forme même ne peut laisser indifférente. Il se présente sous la forme d'une immense colonne, symbolisant la cheminée des crématoires qui s'élève au-dessus d'une muraille de pierre identique à celle qui entoure le camp tout proche. Et tout au-dessus, ce cœur rouge qui symbolise la vie, qui triomphe malgré tout. Ce mémorial abrite des dizaines de plaques qui portent le nom de ceux qui ont péri dans cet enfer, afin que nous ne les oublions jamais. J'ai trouvé le centre de documentation sur le nazisme très intéressant. Cela retraçait toute l'histoire du Parti national-socialiste, depuis l'emprisonnement d'Hitler et son écriture de Mein Kampf à partir de 1924, jusqu'à la dissolution du parti avec les procès de Nuremberg qui furent terminés en 1946. De même, l'idée des vitrines dans le sol était très intéressante. Cela donnait l'impression d'avoir une bulle du passé recueillie dans ces cadres éclairés. Je fus impressionné par la grandeur et la démesure des apparitions d'Adolf Hitler,
avec des lieux comme le Zeppelin Field, le Champ de Mars, le Stade allemand, la Grand Rue ou encore le Palais des Commerces. Ces lieux gigantesques pouvaient accueillir plusieurs fois par an d'énormes parades SS et SA à l'effigie du Führer. Lorsque nous nous sommes retrouvés à la tribune où Hitler programmait ses discours au Zeppelin Field, nous avons eu une vue impressionnante sur le terrain. Et la pression ne devait pas être négligeable lorsque nous imaginions que des milliers de personnes se trouvaient en bas, ayant les yeux rivés sur la tribune. Il est d'autant plus dommageable que les constructions fussent entreprises sur ce terrain. Mais aussi, nous avons pu remarquer la destruction de tous les piliers latéraux de la tribune, qui apparaît aujourd'hui moins impressionnante qu'elle ne le fut auparavant. Telle qu'elle est aujourd'hui, cela laisse une impression d'abandon. Daniel Libeskind est l'architecte qui créa le musée juif de Berlin. Les travaux durèrent de 1993 à 1998, mais son inauguration eut lieu en 2001. Par le caractère dramatique de son architecture, ce musée symbolise la déchirure provoquée par l'Holocauste. Sur 300 000 m², une longue ligne brisée s'étend, zigzag, évoque la destruction de l'étoile de David. En ce lieu, nous pouvons accéder à l'histoire du peuple juif à l'époque du Moyen-Âge. Sa structure va plus loin que l'architecture, une forme faite de fractures. Y pénétrer, c'est s'engager dans une sorte de descente aux enfers. Une entrée unique permet d'accéder à 3 axes. L'axe de continuité, l'axe de l'immigration et l'axe de l'Holocauste. Lorsque nous y avons été, différents groupes furent créés pour entamer les visites. Celui dans lequel je me trouvais allait évoquer les réactions des juifs allemands au national-socialisme. La guide que nous eûmes fut vraiment passionnante. Grâce à son discours et au support visuel, nous fûmes projetés en 1933. Nous demandant comment nous aurions réagi face aux différentes mesures qui furent prises. Que faire? Se cacher? Résister? Partir? Déjà que je n'arrive pas à savoir avec certitude quelle décision j'aurais prise, je n'ose pas imaginer leurs propres difficultés à faire ce choix. Se cacher, mais comment peut-on être sûr que les personnes en qui nous avions confiance jusqu'à présent ne vont pas nous trahir? Tout abandonner, quitter son pays, ses repères, les êtres chers, pour essayer de se reconstruire ailleurs. En me disant cela, en essayant de m'imaginer quelles ont pu être leurs réactions, j'eus mal. Mais je sais bien que cette douleur n'est qu'une fioriture à côté de celles qui ont tous dû subir. Pendant la visite, notre guide nous raconta l'histoire d'une maîtresse d'école juive. Ne pouvant plus exercer dans les écoles publiques à cause des nouvelles lois établies, elle ouvrit alors une école pour les juifs. Elle avait également des contacts en Angleterre. Alors, quelques élèves chanceux purent quitter l'Allemagne, laissant derrière eux tout ce qui menait avec eux un objet auquel ils tenaient. Des sortes de boîtes étaient disposées à cet endroit du musée. En les ouvrant, nous y découvrions un portrait et l'image d'un objet. Il y avait une boussole, un doudou. Ils étaient les objets emportés par les enfants. La guide nous demanda ce que nous emporterions si nous avions à choisir. Cette simple question me noua le ventre. Devoir choisir un seul objet qui a de la valeur à nos yeux, le seul qui nous restera une fois partis, cela me sembla dur. Je lui répondis néanmoins que si j'avais à choisir, j'emporterais une photographie de ma famille. C'est ce qui me semble le plus important. Je me souviens m'être dit que plus jamais je n'aurais avoir affaire à une telle situation, même si dans mon cas, cela n'avait aucune conséquence. Nous avons ensuite accédé à la tour de l'Holocauste. Nous ne pouvons y entrer que par une unique porte, contrôlée par un gardien. Une fois à l'intérieur, c'est un univers sombre et froid qui nous accueille. Du béton brut, une faible lumière dispensée par une maigre ouverture au sommet de cette tour nous rappelle la mort du peuple juif. Cet endroit m'a également fait penser à tout ce que nous avions vu et entendu jusqu'à présent. Aux juifs entassés dans des lieux qui leur étaient inconnus. Pour moi, le faible rayon de lumière à la cime de cette tour représentait la liberté et l'espoir d'échapper à la captivité, à laquelle devaient dériver les exilés, déportés, lointaines petites inexistantes. Fallen Leaves de Menachem Kadishman est également une œuvre très touchante. Des milliers de visages découpés dans de l'acier, jetés de façon aléatoire sur le sol. Nous sommes invités à marcher dessus. Cet acte produit des bruits métalliques qui rappellent les cris. Cela nous plonge dans un certain malaise, car nous n'avions pas forcément le courage de marcher sur ce tas de visages anonymes. Nous y retrouvons une idée de répétition, de foule.
équilibre précaire pour le spectateur, progression lente. Dans ce lieu, chaque pas est une prise de conscience, et cela s'ajoute le choc de l'enterrement. Enfin, par l'axe de l'exil, nous sommes arrivés au jardin de l'exil, composé de 49 piliers au sommet desquels sont plantés 49 oliviers. Ceux-ci ont pour but de figurer le déracinement, l'arrachement à sa terre natale qu'a connu chaque exilé. Pour moi, cela représentait encore un espoir, car malgré le sol penché qui nous déstabilise, les murs qui se ressemblent nous désorientent. En levant la tête, nous voyons des arbres, le ciel, un peu de douceur dans cet univers froid et ce jardin de l'exil avec ses stèles immenses m'évoqua le mémorial de la Shoah conçu par Peter Eisenman qui fut inauguré en 2005. Ces 2711 colonnes nous rappellent l'énormité du crime engendré par les nazis. Au premier abord, ce lieu me sembla curieux et simple en même temps. Une grande quantité de pavés gris, froids, de taille variée. En m'aventurant à l'intérieur, je me laissais porter par mes impressions. Je ne réfléchissais pas où j'allais. Le sol inégal était assez déstabilisant. Plus j'avançais, plus les murs s'agrandissaient. Une sensation de malaise évoluait en même temps. Ce lieu devenait tout pressant. Quel est le bon chemin pour retourner au point de rendez-vous? Où sont passés les autres? Il fallait que je sorte. Vite. Une fois dehors, je me suis sentie bête. Mais alors, quelles devaient être les angoisses de ces gens? Quelquefois, j'ai du mal à me dire que tout ce qui s'était passé est vrai. Cela me semble si réel.